pour 7 minutes 30. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci pour la qualité de votre mémoire. Madame Balizet, Madame Lavigne, Monsieur Deschênes. On sent bien que vous êtes très proche des gens que vous représentez et que vous avez une connaissance assez fine de la question. Évidemment, lors de votre recommandation, vous dites, on comprend que les sommes d'argent ne sont pas illimitées et donc il faut baliser. Il y a des réformes qui sont à apporter pour des questions médicales, des questions de cohérence, mais également, vous faites le pas de dire, puisqu'il manque d'argent, on est d'accord de faire un pas de plus. La Fédération des médecins spécialistes du Québec était avec nous un peu plus tôt aujourd'hui et a sorti une citation du ministre lorsqu'il était président de mars 2009 que je trouve intéressante. Il disait « L'État n'est pas un simple gestionnaire du système de santé, il détermine la qualité et la quantité de soins offerts à la population et, en ce sens, il les rationne toujours. Le jeu politique est de trouver le niveau de rationnement socialement acceptable pour la population sans qu'elle ne perçoive qu'elle est rationnée. » Je ne dis pas que c'est faux, c'est assez lucide en fait, mais la question qu'on voit, si on débat aujourd'hui de ce programme, c'est parce qu'il posait de réels problèmes et qu'il fallait introduire des balises. Mais la raison pour laquelle ce n'est plus considéré comme un cas médical qui doit être couvert par la RAMQ, mais un genre de décision de consommation qui serait gérée par un crédit d'impôt, me semble, comme vous le dites, mal fondé moralement, légalement et médicalement. Et donc, de savoir si, puisque c'est un crédit d'impôt qui va être modulé selon les revenus, est-ce que c'est vraiment un obstacle ou pas un obstacle? C'est à côté du débat. Est-ce que c'est une maladie? Si c'est une maladie, c'est par l'assurance maladie que ça doit être couvert. Si c'est pas une maladie, bien qu'on le dise, à ce moment-là, c'est un bien de consommation qui peut être balisé autrement. Maintenant, vous nous dites, OK, puisque on intègre l'idée qu'il doit y avoir un rationnement, nous admettons le fait qu'il y ait un âge limite. Alors, vous citez un certain nombre d'exemples internationaux où l'âge limite varie considérablement selon les endroits dans le monde, de la quarantaine à la cinquantaine, parfois l'âge du conjoint est également pris en considération. À partir du moment où on accepte l'idée que les coûts vont être trop élevés si on ouvre complètement à tous les âges, vous nous dites, vous n'êtes pas en situation, vous, compte tenu des gens que vous représentez, vous ne voulez pas dire quel est l'élément, quel est le moment, quel serait l'âge butoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses et de dire, on considère que le rapport coût-bénéfice, comme on le fait pour les médicaments, à partir d'un certain seuil, il est trop faible, ou le taux de risque d'échec est trop élevé, et ce taux-là varie selon la condition médicale de la personne. Si elle est plus jeune et obèse, c'est plus important que si elle a 43 ans et est en parfaite santé. Est-ce que ça vous paraît impossible de déterminer une équation qui ne serait pas liée à un âge, mais qui donnerait accès ou non au régime public? J'espère que je ne vais pas me perdre dans la question que vous venez de me formuler, mais ce qu'on disait, c'est qu'évidemment, on représente l'ensemble des couples infertiles du Québec. Donc, on peut représenter quelqu'un qui est dans la vingtaine comme quelqu'un qui est dans le début de la quarantaine. Le ratio par rapport à ce que vous parliez, évidemment, on est tous concernés parce que c'est tous des couples infertiles qui représentent à même les membres, à même le conseil d'administration. Et le critère d'âge, c'est un élément pour lequel nous sommes prêts, en effet, à avoir une discussion avec le ministre, mais c'est le dossier médical
aussi de la personne qui doit être prise en considération. Nous vous l'avons mentionné, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas des scientifiques. Donc nous y allons avec des données fondées, puisque notre objectif est également d'assurer la santé de la mère et de l'enfant à naître. C'est notre priorité également, tout comme le ministre l'avait souligné à plusieurs reprises. Un autre élément que vous évoquez avec raison, c'est la question, ce n'est pas un programme de natalité, mais c'est un programme qui peut avoir un impact positif sur le renouvellement de la pyramide d'âge au Québec, qui est problématique, vous l'avez dit avec raison. Le ministre propose de dire, si vous avez déjà un enfant, c'est fini. Vous dites 2. Moi, j'en ai 5. Puis je les ai pas eus, je les ai eus naturellement, mais il y a un moment où on pensait ne pas y arriver et on a utilisé les services dont on parle aujourd'hui. Mais pourquoi arrêter à 2? Si une famille de 2 enfants veut en avoir un 3e et est malade d'infertilité après le 2e, même après le 3e, je ne comprends pas pourquoi on arrêterait si les conditions de succès sont fortes, si l'âge est le bon, et en plus, ce sont des gens qui ont déjà prouvé leur capacité d'avoir des enfants. Ce que je vous dis, c'est que je trouve que vous lancez la serviette un peu vite, puisque votre argument est très fort de dire dans les bonnes conditions, on devrait le permettre, ça devrait être public. Et pourquoi 2? Je pense qu'il y a juste une mauvaise interprétation de notre écrit. Ce qu'on dit, c'est une limite pour les familles qui ont 2 enfants et moins. Ce qui veut dire que nous, évidemment, la demande qu'on fait derrière, c'est une limite à 3 enfants. 3 enfants avec le supplémentaire, avec celui qui viendrait par la fécondation in vitro? Non, une limite à 3 enfants. On se dit qu'au regard du taux de renouvellement de la population qui se situe à 2,1 enfants, ce qu'on serait porté à demander, c'est une limite à 3 enfants. Vous savez que quand on rentre dans ce genre de parcours-là, ça prend des fois plusieurs essais, plusieurs investigations nécessaires avant de trouver la formule miracle. Quand on prend les témoignages à travers nos membres, beaucoup ont voulu avoir des enfants dans la vingtaine et se retrouvent à les avoir dans la trentaine. Donc ça nous oblige à revoir la façon dont on souhaite construire notre famille et la façon dont on va avoir notre famille. Je pense pas à l'heure actuelle qu'on ait beaucoup de familles nombreuses au Québec issues de la PMA. Je pense pas qu'on ait des familles rendues à 6 enfants nés de la PMA, mais je pense qu'en effet, quand on a déjà eu un enfant, on est comme censé avoir trouvé un certain protocole gagnant pour le couple. Donc, on s'attend à ce que les traitements puissent fonctionner beaucoup mieux pour un 2e enfant, voire un 3e enfant.